Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotion, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali, ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Je te souhaite un très bon épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. C'est un exercice un petit peu difficile pour moi parce que je vais parler de mon histoire. Il faut savoir que pendant très longtemps, je me suis sentie illégitime à parler d'épuisement maternel. Je pense que ce que j'ai traversé pourra vous parler en fait, à vous qui m'écoutez. Alors c'est une traversée que j'ai pas prévue, mais qui a finalement bouleversé toute ma vision de la maternité. Et je pense que c'est aussi une histoire qui vous parlera beaucoup. Voilà, et que vous pourriez chacune raconter à votre manière sous un prisme différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, mon épuisement, à mon avis, il a commencé il y a très très longtemps. Il a commencé de 2 façons. La première, c'est que je suis quelqu'un qui a souvent, pendant très longtemps, été stressé. Le stress, ça fait quand même une partie intégrante de ma vie professionnelle, donc du temps où j'étais pompier militaire pendant 11 ans. J'ai quasiment été stressé tout le temps. Je faisais plus finalement attention aux signaux que j'avais du stress. J'écoutais plus mon corps. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que pour moi, j'ai toujours voulu être maman. Donc forcément, je me suis mis une pression lorsque je suis devenue maman. Pour tout expliquer, tout a commencé bien avant la naissance de ma 2e fille. Mon histoire de femme et surtout mon histoire de femme qui voulait devenir maman, elle commence véritablement en fait un jour de 2017. Où à ce moment-là, en fait, je suis assise dans le bureau d'un spécialiste. Il a mes examens, mes résultats d'analyse entre les mains. Et sans même me regarder, sans tact et sans aucune émotion, il me balance « vous ne serez jamais maman ». Et c'est vrai que ce jour-là, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. Déjà parce que c'était vraiment quelque chose que je souhaitais vraiment. Il y a une espèce d'injustice, on se dit mais pourquoi moi, etc. Enfin... Mais il y a aussi quelque chose où je me dis bon, ça paraît mal engagé, mais il faut pas se décourager, il faut pas se résigner. Et je me dis, à ce moment-là, que si la vie me permet, peut-être d'une autre façon que naturellement, de devenir maman, je serai la meilleure maman possible pour mes enfants. Une espèce de promesse un petit peu. Et alors quand je tombe enceinte de ma première fille, en 2019, c'est la surprise totale déjà, parce que bien sûr on s'y attendait pas. C'était sûr que j'allais tenir cette promesse. Et donc forcément déjà, je commence à me mettre une pression sur tout ce que je fais. Pour moi, c'est un miracle, c'est une revanche sur la vie. Et donc forcément, voilà, j'ai absolument tout donné. Je l'ai allaité pendant 2 ans et demi, je l'ai gardé pendant 1 an et demi, j'ai fait la diversification menée par l'enfant, j'ai fait le BBC, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour cocher toutes les cases que j'estimais être celles d'une maman parfaite. En fait, ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que derrière toute cette volonté de perfection et d'être la meilleure maman, etc., il y avait une énorme peur. Il y avait une peur déjà d'être jugée en tant que maman, surtout quand c'est son premier enfant, c'est vrai que ça en fait partie. J'avais aussi peur qu'on me la reprenne, peur de la perdre. En fait, je me disais tellement, on m'avait tellement dit, et j'avais tellement cette phrase aussi qui avait tourné dans mon esprit en me disant mais tu seras jamais maman, tu seras jamais maman, tu seras jamais maman. J'avais l'impression quelque part d'avoir fait quelque chose d'illégal, que ma fille en fait, je la méritais pas. Et j'avais peur aussi de pas être à la hauteur de ce rôle que j'idéalisais et que j'espérais tant. Et donc petit à petit, sans faire de bruit, mon identité de femme s'est totalement effacée derrière mon identité de maman. Ça s'est fait progressivement, sans que je m'en rende compte. Mais ça s'est renforcé au fil des mois et au fil des années. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on a décidé de rejouer un petit peu avec le destin et d'avoir donc un 2e enfant. Puis donc sont arrivées 2 autres grossesses qui malheureusement se sont arrêtées brutalement à quelques mois d'intervalle. La plus dure étant la première. À presque 3 mois, donc ça s'est passé la semaine de la première écho. Et en plus de ça, donc j'ai fait une grosse hémorragie, j'ai fait transfuser. Et du coup, c'est vrai que je suis sortie de
de ça, avec un épuisement physique, émotionnel et bien sûr une atteinte psychologique, c'est vrai que ça m'a beaucoup fragilisée. Et donc ça a fait que renforcer la pression que je me mets en tant que maman, pour ma fille qui est déjà présente, et ensuite potentiellement pour mes autres enfants. Je suis tombée enceinte de ma deuxième fille, du coup, 1 mois après. Et la grossesse, elle n'a pas du tout été sereine en fait. Contrairement à la première, c'était l'insouciance, là ça a été la peur, du premier jour au dernier. En plus de ça, bien sûr, mon bébé, surtout en fin de grossesse, ne prenait plus assez de poids. Et donc c'est vrai que j'étais suivie encore plus qu'en temps normal. Ça faisait que renforcer en fait cette peur que j'avais. Et contre toute attente, j'ai fini donc par accoucher. Et c'était surtout un accouchement merveilleux. C'était l'accouchement physiologique de mes rêves. Pendant l'espace de quelques heures, j'ai eu l'impression de me reconnecter vraiment à la femme et puis à la maman. Cet accouchement physiologique, merveilleux, puissant, il avait presque quelque chose de réparateur, même s'il était temporaire, quelque chose de réparateur dans mon identité en fait de femme. Et ce jour-là, quand j'ai eu ma petite puce sur moi, qu'on se regardait, qu'on se découvrait, je me suis dit, bah en fait, c'est bon, ça va aller. Sauf que la vie est parfois un petit peu taquine, et la suite n'a pas forcément été plus facile. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais allaité ma fille pendant 2 ans et demi, donc pour moi, c'était instinctif, c'était évident, je me suis même pas posé la question de me dire, est-ce que je vais allaiter ou non la deuxième. Sauf que à 3 mois et demi à peu près, elle m'a fait une greffe de la tétée, donc je me suis pas inquiétée, ça peut arriver, ça peut être passager. Mais ça a duré. Et c'est vrai que là, on a commencé à s'inquiéter, et donc on a été aux urgences. Et aux urgences, on m'a dit, mais madame, de toute façon vous n'avez plus assez de lait, c'est pour ça qu'elle ne t'aide plus. Déjà je passe le choc de me dire, bien sûr, il y a une énorme culpabilité, de se dire qu'en fait on est la cause, on est quand même responsable de l'alimentation de son bébé, et qu'en fait je suis la cause de la non-alimentation de mon bébé. Donc il y a déjà ça, la culpabilité, et puis après il y a aussi la violence en fait des mots. Et après il y a aussi la situation qui fait que je comprends pas, parce que j'ai toujours eu trop de lait. Je suis en donnée au lactarium, enfin bref, j'ai toujours eu trop de lait. Alors du coup, comme dès qu'il y a une situation un petit peu compliquée, je me résigne pas, je me dis qu'on va trouver une solution. Donc je propose mon lait au biberon. Ça fonctionne pas. Ma conseillère en lactation m'avait conseillé du coup, de lui donner, de tirer mon lait et de lui donner la pipette de Doliprane. Alors ça fonctionne. Alors par contre, c'est très très fastidieux. À la cuillère, ça fonctionne pas non plus. Ensuite, on a essayé des positions improbables, ça fonctionne pas non plus. Et en dernier recours, le lait infantile, le lait en poudre. Et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que le biberon, elle n'arrive pas à le prendre. Mais quand je dis elle n'arrive pas à le prendre, c'est elle n'arrive pas à prendre du tout en fait de liquide. Donc là, je pense que c'est vraiment le point de bascule. J'avais, je pense, déjà coché des petits prérequis à l'épuisement maternel, mais là, c'est vraiment le point de bascule. Le fait d'être vraiment l'unique responsable, sans béquille du coup, sans potentiellement le lait en poudre derrière au cas où ça fonctionne pas, de l'alimentation ou non de ma fille. Il faut savoir qu'en plus de ça, j'étais déjà un petit peu au bord de l'implosion. J'en pouvais plus, j'étais épuisée, mon conjoint avait dû écourter son congé paternité. Je gardais ma grande fille en plus de la deuxième. Et bien sûr, les deux avaient des besoins différents. En plus de ça, on était en plein déménagement, isolés de nos familles. Et j'avais repris le travail. Travailler quand je pouvais. En plus du quotidien. Donc j'étais déjà bien chargée, au bord de l'implosion. Et là, cet élément supplémentaire, ça a vraiment été le point de bascule pour moi. Et en plus de ça, j'ai pas forcément dit, mais effectivement, je dormais pas la nuit, ou très très peu. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que la seule façon qu'elle avait de téter, c'était de lui proposer le sein dans un demi-sommeil. Donc forcément, je me réveillais régulièrement la nuit, plusieurs fois, pour lui proposer, pour qu'elle mange. Et après, j'allais tirer mon lait, au tire-lait, pour justement stimuler. Bon, j'étais épuisée, je me dopais. Toute la journée, je me dopais au fenugrec. Aussi un petit peu à l'espoir en me disant, bon, il faut que tu tiennes bon parce que à 6 mois, on va pouvoir commencer la diversification alimentaire. Sauf que quand ce moment est arrivé, ça a été pire. Ma fille, elle a essayé, et en fait, non, elle n'arrivait pas. Aucune texture. Ni les morceaux, ni les compotes, ni les purées. Donc, rebelote, c'est un peu la touche froide, de me dire que de nouveau, je suis l'unique responsable, en fait, de l'alimentation de ma fille. Et c'est vrai que, à chaque fois, je remonte l'information auprès des professionnels de santé que je consulte, en me disant, mais il y a un souci, il y a un problème, et en fait, on me dit non, c'est dans votre tête, vous êtes trop stressé. Comment on peut être trop stressé d'une situation qu'on n'a jamais rencontrée auparavant? À l'origine, moi, l'allaitement, j'ai jamais été stressée à ce sujet-là parce que j'ai jamais eu de problème, en fait.
Pour moi, je sais que ma baisse de lactation, elle est pas due au stress. Mais personne n'écoute. Et c'est vrai que, à force, avec la fatigue, avec l'épuisement, avec tout ça, et à force qu'on me le dise surtout, je finis par le croire. Donc j'ai commencé à douter un peu de tout, de mon corps, de mon instinct, et même de ma valeur en tant que mère finalement. Et je crois que c'est ça, le plus difficile dans l'épuisement maternel, c'est de douter vraiment de soi. De douter de sa capacité à s'occuper de ses enfants. Et finalement, il aura fallu en fait attendre 8 mois pour que, enfin, un ORL découvre que ma fille avait 4 freins buccaux. Mécaniquement, c'était sûr qu'elle pouvait pas téter, c'était normal. Mais il y avait une explication du coup. Et c'est vrai que ce jour-là, je me rappelle avoir eu des émotions très ambivalentes. J'étais à la fois soulagée. Soulagée parce que ça faisait quand même 5 mois. On me prenait pour une folle et qu'on me disait que voilà, c'était dans ma tête, etc. Il y avait une explication rationnelle à tout ça. Et puis en même temps, j'étais en colère. En colère parce que on m'a pas écouté quoi. On m'a pas écouté, j'ai galéré pendant 5 mois, et puis elle aussi. Et tout ça pour rien. Et il a fallu attendre en fait 2 mois supplémentaires pour qu'elle soit opérée, à 10 mois. Et donc c'est 10 mois à chercher une raison rationnelle à tout ça, à tenir coûte que coûte, sans savoir ce qui se passait, et en même temps c'est 10 mois supplémentaires à m'oublier. Et de cette période un petit peu difficile, il a fallu un petit peu de temps pour me relever, déjà pour reprendre un petit peu le fil, parce que j'étais épuisée, j'étais vidée nerveusement, physiquement et émotionnellement. Il y a autre chose en fait qui s'est rajouté, c'est que j'en ai eu honte. J'ai eu honte de quelque chose pour lequel je suis même pas responsable. J'ai eu honte en fait d'avoir été épuisée, alors que j'étais déjà naturopathe, spécialisée en périnatalité à ce moment-là. Et j'ai eu honte en fait d'avoir sombré parce que je connaissais en fait toutes les techniques pour éviter ça. Cette honte elle m'a fait taire longtemps. Et du coup ça n'a fait que m'enfermer. Au lieu de demander de l'aide, au lieu d'essayer de trouver des solutions à droite à gauche, ça n'a fait que m'enfermer. Et parce que je croyais que si je parlais, on allait me juger déjà en tant que mère, et ensuite en tant que thérapeute. Puis avec le temps, en fait, j'ai compris une chose qui était super importante et que je veux dire ici, c'est que la connaissance, ça protège pas de la chute. Quand le système nerveux, il a été soumis à un stress beaucoup trop longtemps, et qu'il lâche, quand on n'a plus de relais et quand le corps il est à bout, on a beau avoir les plus beaux principes du monde, les plus belles connaissances du monde, en fait, ça suffit plus quoi. En plus de ça, il y a une espèce de brouillard mental quand on est épuisé, qui fait qu'à ce moment-là, toutes les ressources que l'on peut avoir, on n'y a plus accès. On est simplement en mode survie, et dans ce mode-là, il n'y a plus de réflexion. Il faut juste tenir bon, coûte que coûte, et ce jusqu'à la journée suivante. En gros, c'est on survit, et ensuite on vit. Alors aujourd'hui, j'ai plus honte, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, parce que je sais que ce passage, cette traversée, aussi difficile soit-il, m'a beaucoup apporté. M'a apporté sur la connaissance de mon corps, la connaissance aussi que j'ai de moi-même. Mais c'est aussi une des choses pour lesquelles j'ai envie de parler, et c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est que je ne veux plus que d'autres femmes se disent « En fait, c'est dans ma tête, il faut que je tienne », même si on leur dit. Je sais aussi maintenant qu'on peut être maman, on peut être naturopathe, et on peut être fatigué en fait. Ça n'enlève rien à ce que je suis en fin de compte. Pour m'en sortir, parce qu'il a bien fallu quand même que je m'en sorte à un moment donné, j'ai dû tout réapprendre. Alors pas dans les livres, pas dans les connaissances que je savais, parce que c'est vrai que en naturopathie, on a tendance à faire des petites révolutions. Mais en fait, c'est pas du tout ça, moi, qui m'a aidé. Au contraire, c'est des petits changements. Apprendre à mieux respirer. Prendre du temps pour souffler. Écouter mes signaux, écouter ce que je ressens. J'aurais aimé à ce moment-là une écoute, qui n'a pas forcément été le cas. Mais pas forcément une injonction de plus, ou c'est dans la tête, il faut te relâcher. Ce que j'aurais voulu, c'était juste un espace de respiration, de recentrage, de reconnexion. Et c'est ce que moi, j'ai envie de t'offrir à travers mon accompagnement. Justement, mon accompagnement, il est là pour ça. Mais aussi parce qu'il est basé sur mon expérience. C'est pas des grandes révolutions dont on a besoin, on peut pas les mettre en place. Donc forcément, ça va pas nous aider. Par contre, des petits changements progressifs dans le quotidien, qui n'augmentent pas donc la charge mentale du quotidien, mais qui permettent au contraire de mieux gérer son temps pour avoir des petits moments à soi, ça c'est possible. Il y a une autre chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu m'écoutes, c'est que déjà, et que tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, c'est que déjà tu n'es pas seul. La preuve. Ensuite, c'est que tu n'as pas échoué. Tu n'as pas raté. Tu as juste trop donné, trop longtemps, sans t'arrêter. Et en même temps, je voudrais que tu saches qu'il n'est jamais trop tard pour ralentir, pour commencer à re-respirer et à te retrouver. Finalement, ce qui est assez ironique, c'est que cette petite puce pour laquelle j'ai tant eu peur, tant pleuré, etc., en fait, elle m'a permis de tout réapprendre, sans le savoir. C'est elle qui m'a ramené à l'essentiel. C'est elle qui m'a permis de comprendre que la beauté, elle se trouve pas dans la perfection, mais qu'elle va se trouver dans la présence.
dans la confiance et dans la lenteur parfois. C'est elle qui m'a permis aussi, voilà, finalement, je l'ai allaitée 2 ans et demi, et je sais pas du tout laquelle de nous deux a le plus nourri l'autre à ce moment-là. Enfin, si je sais, et c'est pas forcément celle qu'on croit. Mon regard extérieur, c'est que c'est plus une épreuve, c'était pour moi un apprentissage du cœur. Je cherche plus à tout contrôler. Je laisse la vie me traverser un petit peu comme elle vient. Et je cherche plus à être la meilleure version de moi-même. Je choisis d'être vraie, vivante et surtout présente. Présente pour elle, mais aussi présente pour moi. Maman oui, épuisée non. À très vite pour un prochain épisode.